Je suis arrivée à Lyon. Et à Lyon un mardi. Le ciel était bas, d'un gris doux qui promettait la pluie. La pluie sans jamais la donner. C'était un voyage d'affaires. Une de ces semaines prévues depuis des mois, mélange d'excitation professionnelle et de la mélancolie sourde de quitter Paris, de quitter Antoine. Antoine. Mon compagnon depuis 3 ans. Antoine Duval, le photographe. L'homme qui capturait la lumière avec un appareil photo et qui, je le croyais, avait capturé la mienne sans effort. Notre relation était comme ce ciel lyonnais, douce, sans drame, une évidence tranquille. J'ai 27 ans, je travaille dans le marketing. Je suis de nature réservée, une personne qui préfère l'harmonie aux éclats. Antoine, avec son air d'artiste un peu bohème, ses 32 ans et son regard pénétrant, semblait être mon parfait complément. Il était le vent, j'étais l'encre. Le matin même, à la gare de Lyon à Paris, juste avant que le TGV ne s'ébranle, il m'avait appelé. Sa voix était chaude, légèrement éraillée par le sommeil. « Tu es bien installé, mon amour ?» J'avais souri, le combiné pressé contre mon oreille, observant l'agitation du quai. « Oui, j'attends juste le départ. »« Tu vas me manquer, Clara. » Mon cœur avait fait ce petit saut familier. Après 3 ans, il avait toujours cet effet sur moi. Toi aussi, Antoine. Terriblement. Fais attention à toi. N'oublie pas ton écharpe. Il paraît qu'il fait frais là-bas. Et appelle-moi dès que tu arrives à l'hôtel. Promis. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'était simple, c'était notre rituel. Une assurance tranquille avant chaque séparation, même courte. En arrivant à la gare de Lyon-Pardieu, j'ai été accueillie par un jeune homme. Léo, un assistant qu'Antoine avait dépêché de son studio. Antoine avait souvent des contrats dans la région. Son équipe locale était briefée pour prendre soin de Clara. Léo était sympathique, bavard. Il a pris ma valise, m'a conduite à l'hôtel et m'a rappelé le dîner de bienvenue avec les partenaires locaux ce soir-là. Antoine m'a dit que vous étiez la meilleure, m'a-t-il lancé, avec un clin d'œil en me déposant. Je m'étais sentie flattée, protégée, aimée. Le soir venu, le dîner se déroulait dans un bouchon lyonnais typique, bruyant et chaleureux. Nous étions une dizaine. Les partenaires de notre projet, quelques membres de l'équipe créative d'Antoine, dont Léo et moi. Le vin coulait, les rires fusaient. Je me sentais bien, détendue après le voyage. Je parlais avec la directrice de projet, une femme élégante nommée Sophie. C'est au milieu d'une conversation animée sur les nouvelles tendances des réseaux sociaux que Léo, un peu éméché par le Côte du Rhône, a levé son verre. D'ailleurs, parlant de succès, santé à notre poète caché, les derniers posts de Jean vise la lune sont incroyables. Ça devient viral ce truc. Il y eut un silence. Pas un silence long, juste une fraction de seconde, un hoquet dans la conversation. Et dans cette fraction de seconde, tous les regards se sont tournés vers moi. Ce n'était pas évident, c'était subtil, presque inconscient de leur part. Le regard de Sophie a glissé sur moi avant de se fixer à nouveau sur son assiette. Un autre collègue a eu un sourire gêné. Léo lui-même semblait avoir soudainement réalisé quelque chose. Je n'ai pas compris. Pas tout de suite. Mon esprit a cherché une connexion. Jean vise la lune? Un influenceur? Un projet d'Antoine dont je n'étais pas au courant? J'ai gardé mon calme, je suis douée pour ça. J'ai souri d'un air vaguement intéressé. Jean vise la lune? C'est qui? Ai-je demandé d'une voix neutre. Léo a rougi violemment. Il a bafouillé le « Oh, personne, juste un blogueur qu'on suit au studio, un truc d'inspiration. » Sophie, la directrice, est intervenue immédiatement, son professionnalisme reprenant le dessus. Léo, je pense que tu as assez bu. Parlons plutôt du planning de demain. Clara, vous serez avec nous pour la visite du site à 9h? J'ai hoché la tête. Bien sûr, 9h. La conversation a repris. Les rires sont revenus. Mais quelque chose s'était brisé. L'atmosphère n'était plus la même. Le soulagement collectif à ma question, le fait que tout le monde ait détourné le regard si vite, c'était suspect.
Je sentais une boule froide se former dans mon estomac. Pourquoi me regardait-il? Pourquoi ce nom, Jean vise la lune, avait-il jeté un tel froid? J'ai continué à sourire, à participer à la conversation, mais mon esprit était ailleurs. J'analysais la scène en boucle, le regard fuyant de Léo, l'intervention rapide de Sophie, le silence gêné des autres. Il savait quelque chose qui me concernait. Une heure plus tard, je prétextais la fatigue du voyage pour rentrer à mon hôtel. Léo s'est excusé profusément de m'avoir ennuyé avec ses histoires de réseau, mais son insistance était maladroite. En marchant dans les rues fraîches de Lyon, le brouillard s'épaississant autour des lampadaires, le nom résonnait dans ma tête. Jean vise la lune. Jean. Antoine n'utilisait jamais son deuxième prénom. Jean. Antoine Jean Duval. Une coïncidence? J'essayais de me rassurer. C'était stupide. Une simple coïncidence. J'étais fatiguée. Je devenais paranoïaque. Antoine m'aimait. Il me l'avait dit ce matin même. Mais la boule dans mon estomac était toujours là. Arrivée dans ma chambre d'hôtel, impersonnelle et silencieuse, j'ai retiré mes chaussures. L'air conditionné bourdonnait doucement. J'ai résisté à l'envie pendant 10 minutes. J'ai défait ma valise. J'ai préparé mes affaires pour le lendemain. J'ai brossé mes dents. Je me suis assise sur le lit. Mon téléphone était là, posé sur la table de nuit. Je me disais de ne pas le faire. De simplement appeler Antoine, de lui demander s'il allait bien, d'entendre sa voix et de me rassurer. Mais je savais que je ne pouvais pas. Si je lui posais la question et qu'il y avait quelque chose, il le nierait. Et si ce n'était rien, j'aurais l'air d'une folle jalouse. Mes doigts ont tremblé légèrement en saisissant l'appareil. J'ai ouvert X, l'application que je n'utilisais presque jamais, préférant la douceur visuelle d'Instagram. La barre de recherche me fixait. J'ai tapé, lentement, G-E-A-N, V-I-S-E-L-A-L-U-N-E. J'ai appuyé sur Rechercher. Le profil est apparu. La photo de profil n'était pas un visage. C'était une silhouette, sombre, se tenant devant un objectif d'appareil photo ancien, le tout sur un fond de ciel nocturne. Artistique. Le genre de photo qu'Antoine aurait pu prendre. La biographie était courte. Photographe, chasseur d'instants, regardant toujours vers le haut. Et puis, il y avait les posts, des centaines de posts, le plus ancien daté d'il y a 3 ans. 3 ans, pile au moment où notre relation avait commencé. J'ai dégluti, ma gorge soudainement sèche. C'était lui. Je n'avais pas besoin de confirmation, je le sentais. Le style d'écriture, les tournures de phrases, c'était Antoine. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Pourquoi? Pourquoi un compte secret? Je me suis forcée à lire le premier post visible, le plus récent. Il datait d'il y a 2 jours. C'était une photo. Pas très claire, juste une ambiance. Un coin de table, une nappe à carreaux rouges et blancs. Et au centre, un caquet long. Un plat de fondue. Le texte en dessous disait « Fondue savoyarde doit être salée et brûlante ». Je me suis figée. Salée. Antoine détestait le sel. Je me souviens de chaque fois où je cuisinais. Il goûtait par-dessus mon épaule, m'embrassait la nuque et disait toujours « Parfait, mon cœur, mais juste un peu moins de sel la prochaine fois. » Il grimaçait si je salais trop ma propre assiette. Il disait que ça gâchait le goût des aliments. Salée et brûlante. Ce n'était pas lui, ce n'était pas mon Antoine. Je tremblais maintenant, non plus de suspicion, mais de confusion. Peut-être que je me trompais. Peut-être que ce n'était vraiment pas lui. Juste une terrible, horrible coïncidence. Je voulais fermer l'application, jeter le téléphone loin de moi, prétendre que ce dîner n'avait jamais eu lieu. Mais mes yeux étaient rivés sur le post. J'ai cliqué sur les commentaires. Il n'y en avait que quelques-uns, visiblement de personnes qui le connaissaient maintes et bien, qui faisaient une partie de ce jardin secret. Le premier disait « Haha, le goût de notre Jean a encore changé depuis qu'il a retrouvé Lune. » Lune. Jean vise la lune. Lune.
Mon souffle s'est coupé. Je me suis souvenu d'une conversation, il y a longtemps, au début de notre relation. Nous étions sur son canapé, un soir d'hiver, un verre de vin à la main. Il m'avait parlé de son adolescence, de ses premiers émois. Il avait mentionné un nom, une seule fois. Amélie. Amélie Luneau. Son amour de lycée. Une histoire intense, m'avait-il dit, mais terminée depuis une éternité. Une folie de jeunesse. Luneau. Lune. Non. C'était impossible. J'ai regardé à nouveau la photo. Ce n'était pas seulement la fondue. Dans le coin inférieur droit de l'image, presque hors champ, il y avait un bout de tissu. Une robe à fleurs d'un motif que je ne reconnaissais pas. Pas une de mes robes. Je me sentais nauséeuse. J'ai fait défiler, poste après poste, des photos de paysages brumeux, des réflexions sur la lumière, des citations de poètes que je ne connaissais pas. Et puis, des phrases jetées là, comme des messages codés. Certains souvenirs ont le goût de l'éternité. Le premier amour n'est jamais vraiment le dernier. Parfois, le cœur refuse d'oublier ce que l'esprit essaie de guérir. Chaque mot était un coup de poignard. Il y avait des périodes d'intense activité, suivies de semaines de silence. Je vérifiais les dates. Et que les silences coïncidaient souvent avec nos vacances, nos moments importants. Les périodes d'activité, c'était quand j'étais occupée, quand j'étais en déplacement. Comme maintenant. 3 ans. Pendant 3 ans, il avait mené cette double vie émotionnelle. Pendant 3 ans, il m'avait dit « Je t'aime » le matin et écrivait pour elle le soir. L'homme qui détestait le sel aimait la fondue salée pour elle. L'homme qui partageait mon lit avait un hôtel numérique dédié à une autre. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Lyon était endormi sous le brouillard. Les lumières de la ville étaient floues, comme si je regardais à travers un voile de larmes. Mais je ne pleurais pas. Pas encore. J'étais juste vide, gelée. L'homme que j'aimais n'existait pas. Ou plutôt, il existait, mais il n'était pas à moi. Il appartenait à l'une. Je suis retournée m'asseoir sur le lit. Le silence de la chambre était assourdissant. J'ai repris le téléphone. Mes doigts ont agi de même. J'ai fait défiler encore et encore, cherchant une erreur, une explication. Je suis remontée jusqu'au début. Il y a 3 ans. Les premiers postes étaient pleins d'une douleur à peine voilée. Des regrets. Puis, il y a environ 1 an, le ton avait changé. Il y avait de l'espoir, de l'excitation. Le soleil est revenu dans mon ciel. Elle m'a retrouvée. Il y a 1 an, nous fêtions nos 2 ans dans un petit restaurant italien de la rive gauche. Il m'avait offert un bracelet en argent. Il m'avait dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Je me suis sentie stupide. Pathétiquement, incroyablement stupide. Le dîner, les regards, il savait. Son équipe savait. Il savait qu'Antoine avait retrouvé Amélie. Et il savait que je n'étais pas elle. J'étais Clara. La gentille Clara. La chose sûre. Stable. L'alibi parfait pendant qu'il visait la lune. J'ai regardé l'heure. 3 heures de 15 heures du matin. La ville était silencieuse. Ma vie venait de voler en éclats dans une chambre d'hôtel anonyme à Lyon. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je lui ai tout donné, ma confiance, ma loyauté, mon amour silencieux et constant. Je n'étais pas exubérante, je n'étais pas l'une, je n'étais pas un amour de jeunesse passionné et dramatique. J'étais juste moi. Et apparemment, moi n'était pas suffisant. Moi était la personne qui l'aimait sans celle. La colère a commencé à monter, une vague chaude qui chassait le froid. Mais sous la colère, il y avait une douleur si profonde, si aiguë, que j'ai dû porter la main à ma poitrine. C'était la douleur de la trahison. Pas la trahison d'un corps. Peut-être. Je n'avais aucune preuve de cela. Mais la trahison de l'esprit, du cœur. Pendant 3 ans, chaque je t'aime qu'il m'avait dit était, au mieux, une demi-vérité. Au pire, un mensonge. J'ai fixé le téléphone. J'ai regardé la photo de la fondue. Je me suis sentie sale, comme si j'étais complice de mon propre aveuglement.
Tous les signes avaient dû être là. Les moments où il était distant, les fois où il gardait son téléphone près de lui, les sourires secrets qu'il mettait sur le compte de l'inspiration. J'ai repensé à son appel du matin. Tu vas me manquer, Clara. Clara. Me manquait-il vraiment? Ou était-ce l'absence de mon regard qui lui donnait la liberté d'être Jean? L'air dans la chambre était devenu irrespirable. J'avais besoin d'une réponse. J'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin que cette douleur s'arrête. Avant même de savoir ce que j'allais dire, j'ai quitté X et j'ai ouvert mes contacts. Son nom était en haut. Antoine. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Qu'est-ce que j'attendais? Une confession? Des excuses? Plus de mensonges? Je ne savais pas. Je savais juste que je ne pouvais pas passer une seconde de plus dans cette incertitude. 3h30 du matin. Il dormait à Paris. Peut-être. J'ai appuyé. La sonnerie, 1, 2, 3 fois. Chaque tonalité était une éternité. Une torture aiguë qui résonnait dans le silence de la chambre d'hôtel. Il est 3h30. Point de du bulletin que du. Que suis-je en train de faire? Je devrais raccrocher. Je suis folle. Je vais tout gâcher sur la base d'un compte X et d'une photo de fromage fondu. Je suis pathétique. Mon pouce s'est déplacé vers le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. J'allais abandonner. J'allais ravaler cette douleur, l'enterrer avec les autres doutes et prétendre que tout allait bien. J'allais retourner à Paris et l'embrasser à la gare, comme si de rien n'était. Et puis, juste avant que je ne coupe, la sonnerie s'est arrêtée. Un déclic, un souffle, et sa voix. Clara? Sa voix. Pas la voix publique du photographe confiant, pas la voix professionnelle qu'il utilisait avec ses clients. C'était sa voix de 3h du matin, éraillée par le sommeil, lourde, intime, la voix qu'il n'utilisait qu'avec moi. Clara, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Mon amour. Ces deux mots, qui d'habitude étaient mon refuge, m'ont frappé comme un coup de poing. Je n'ai pas pu répondre. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'avais l'écran de X ouvert devant moi. J'envise la lune. Fondue salée et brûlante. La robe à fleurs. Comment cet homme, avec cette voix si tendre, pouvait-il être le même qui écrivait ces lignes? Clara, tu m'entends? Il y avait une pointe d'inquiétude maintenant. Il se réveillait. Je me suis mordu la lèvre, si fort que j'ai senti le goût métallique du sang. Je suffoquais. Les centaines de questions, les accusations, la colère, la tristesse. Tout était bloqué dans ma gorge, un nœud si serré qu'il m'empêchait de respirer. Pourquoi? Depuis quand? Est-ce que tu l'aimes? M'as-tu jamais aimé? Mais je n'ai rien dit. Je suis restée silencieuse. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu un petit rire fatigué. Un rire doux, presque indulgent. Il avait mal interprété mon silence. Clara, tu penses à moi? Sa voix était chaude, pleine d'une tendresse familière. La tendresse de l'homme qui m'embrassait le front le matin. La tendresse de l'homme qui me tenait la main au cinéma. Ce fut cette tendresse qui m'a brisée. Ce n'était pas la colère, ni les mensonges, c'était l'amour apparent dans sa voix. L'amour que je croyais M-vôtre, mais qui était peut-être juste une habitude. Une larme. Puis, deux. Elles ont coulé, chaudes et silencieuses, sur mes joues sacrilèges froides. J'ai reniflé, un son misérable, un son d'animal blessé. Oui. Ma voix était un murmure. Cassé, méconnaissable. Oui, Antoine, tu me manques. C'était jeté. La vérité. Au milieu de cette trahison, au milieu de cette douleur, il me manquait. L'Antoine que je croyais connaître me manquait désespérément. J'ai fermé les yeux, m'accrochant au téléphone comme à une bouée de sauvetage. J'avais besoin d'une preuve. J'avais besoin qu'il me prouve que l'écran devant moi mentait, qu'il me prouve que l'une n'était qu'un fantôme. Antoine, j'ai pris une inspiration tremblante. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, viens me voir. Il y eut un silence. Cette fois, ce n'était pas le silence de la surprise, mais celui de la confusion. J'ai continué, ma voix gagnant une urgence désespérée.
J'ai... j'ai besoin de te voir. Maintenant, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de toi. Je suis comme ça, réservée, introvertie, je ne demande jamais rien. Je ne suis pas du genre à faire des scènes, à exiger, je suis la fille compréhensive. La fille facile à aimer, celle qui ne fait pas de vagues. Ma demande, si directe, si déraisonnable à 3h30 du matin, l'a visiblement surpris. Je l'ai entendu bouger dans le lit, le froissement des draps. Puis sa voix, à nouveau, mais elle avait changé. La chaleur somnolente avait disparu. Elle était devenue prudente. La voix de l'adulte raisonnable. Mon ange, il a commencé par ce mot. Mon ange, le mot qu'il utilisait pour m'apaiser. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Non, je veux juste te voir, s'il te plaît. Il a soupiré. Un soupir long, patient, comme si j'étais une enfant. Clara, écoute, il est presque 4h du matin. Tu rentres dans une semaine, à peine une semaine, mon amour. Sa voix est redevenue douce, persuasive. Je viendrai te chercher, à la gare, promis. On ira dîner où tu veux. On ira manger cette fondue que tu aimes tant, d'accord? La fondue, le mot est tombé dans le silence de ma chambre comme une pierre. Il a dit le mot. Il n'avait aucune idée de ce que ce mot signifiait maintenant. Pour lui, c'était un souvenir anodin de notre dernier hiver. Pour moi, c'était devenu le symbole de tout son mensonge. Salée et brûlante. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il était en train de me mentir, là maintenant, sans même le savoir. Il utilisait un souvenir de nous pour apaiser une peur causée par elle. Le sang a reflué de mon visage. J'avais froid, terriblement froid. Non. Ma voix était plus ferme maintenant. Les larmes s'étaient arrêtées. Non? A-t-il répété, surpris. Je ne veux pas de fondue, Antoine. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. C'était mon dernier effort, mon dernier pari. Je m'en fiche de la fondue. C'est toi que je veux voir, maintenant. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle tremblait de cette nouvelle froideur qui m'envahissait. Tu m'as dit que tu étais en congé cette semaine, n'est-ce pas? Tu l'as dit avant que je parte. Oui, mais, Clara, c'est le milieu de la nuit. De Paris à Lyon, c'est 2 heures de TGV. J'ai lancé les mots, ils étaient secs, factuels. Le premier train est à 6 heures. Tu peux être là et pour le petit déjeuner. Je l'ai défié. Moi, Clara, la fille qui ne défiait jamais personne. Je l'ai mise au pied du mur. Je lui offrais une chance, une dernière chance. Viens, prouve-moi que j'ai tort. Prouve-moi que je suis plus importante qu'un fantôme. Prouve-moi que je ne suis pas folle. Dis oui. Dis j'arrive. Je retenais mon souffle. L'horloge de l'hôtel égrenait les secondes. Tic, tac, et puis rien. Le silence. Ce n'était pas le silence d'une mauvaise connexion. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui réfléchit. C'était un silence lourd, dense, un silence qui criait, un silence coupable. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit je ne peux pas. Il n'a rien dit du tout. Et dans ce vide assourdissant, j'ai compris. Je pouvais presque le voir, à Paris, assis sur le bord de son lit, la tête entre les mains, paniqué, parce qu'il ne pouvait pas venir. Peut-être qu'il n'était pas seul. Cette pensée m'a traversée, si violente que j'ai eu un haut le cœur. La robe à fleurs, la fondue. Peut-être que l'une n'était pas un simple souvenir sur X. Peut-être qu'elle était là, dans notre appartement, dans notre lit. Mon cœur s'est contracté si douloureusement que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Le silence s'étirait. 5 secondes, 10 secondes. C'était une réponse plus claire que n'importe quel aveu. Je me suis souvenu de ce que ma grand-mère me disait toujours. L'amour ne se prouve pas par des mots, ma chérie. Il se prouve par la présence. Antoine était absent. Il avait choisi. Et il ne m'avait pas choisi. J'ai soudain compris quelque chose. Une vérité simple et dévastatrice. Seules les personnes qui sont vraiment aimées ont le droit d'exiger. Seules les personnes qui sont la priorité ont le droit de demander l'impossible.
Moi, j'étais la fille de la semaine prochaine. J'étais la fille de la fondue que je aimais. Je n'étais pas l'une. Je n'étais pas celle pour qui on prend un train à 6 heures du matin. J'étais la remplaçante, l'option de confort. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais laissé faire. Pendant 3 ans, je m'étais contentée de cette version édulcorée, sans celle de son amour. Le silence au bout du fil était toujours total. Il n'osait pas parler. Il attendait. Il attendait que je cède. Que je dise d'accord, ce n'est pas grave ou pardon de t'avoir réveillé. Mais la Clara qui disait toujours pardon venait de mourir. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de la chambre d'hôtel. Je ne voyais que mes yeux, brillants de larmes non versées. J'ai porté le téléphone à mes lèvres. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix morte et incroyablement calme. J'ai compris. Et j'ai raccroché. Le téléphone était resté noir dans ma main. L'écran, éteint, me renvoyait un reflet vague, déformé. Une silhouette dans la pénombre d'une chambre d'hôtel anonyme. Je n'existais plus. Je suis restée assise, immobile. L'adrénaline qui avait pompé dans mes veines pendant l'appel s'est retirée d'un coup, me laissant vide, lourde. Le silence qu'Antoine avait laissé derrière lui au bout du fil s'est répandu dans la pièce. Il a rempli l'air, s'est infiltré dans mes poumons. C'était un silence lourd, un silence définitif, un silence qui portait en lui le poids de 3 années de mensonges. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, loin de moi, comme si c'était un objet contaminé. 4 heures du matin. Dehors, Lyon dormait. La ville que j'étais venue conquérir professionnellement, la ville qui devait être une simple parenthèse dans ma vie parisienne heureuse, était devenue le décor de mon effondrement. Le brouillard s'était épaissi. Il pressait son visage gris contre la vitre. Je me suis levée. Mes jambes étaient faibles, cotonneuses. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai écarté le rideau. Les lampadaires en bas diffusaient une lumière orange et malade, avalée par l'humidité. Une voiture est passée, ses phares glissant sur la chaussée mouillée, un son feutré, puis le silence est revenu, plus lourd encore. Je n'avais pas froid, je n'avais pas chaud, je ne sentais rien. C'était comme si mon corps s'était mis en veille, un mécanisme de protection. Mon esprit, lui, tournait à vide. De Paris à Lyon, c'est 2 heures de TGV. Cette phrase résonnait, ma propre voix, si calme, si factuelle, et sa réponse, le néant. Il n'avait même pas essayé de mentir. Pas à ce moment-là. Le silence était un aveu. Il ne pouvait pas venir. Il ne voulait pas venir. Parce que venir à Lyon signifiait me choisir. Et rester à Paris signifiait la choisir elle. Lune, Amélie Luneau. Le fantôme de son lycée était devenu plus réel que moi, la femme qui partageait sa vie depuis 1000 jours. Je me suis retournée, le dos à la fenêtre. La chambre était plongée dans une obscurité presque totale, seulement percée par les faibles lueurs de la ville. Je me suis assise sur le fauteuil dans le coin. Je me suis enroulée sur moi-même. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Et j'ai attendu. J'ai attendu que le soleil se lève. Je n'ai pas pleuré. Les larmes qui avaient coulé lors de son Clara, tu penses. C'était tétari. Il n'y avait plus de tristesse. Il n'y avait qu'un vide immense, un trou noir là où mon cœur battait. Je me suis sentie incroyablement stupide. J'ai repensé à ces 3 années. J'ai tout rejoué dans ma tête, mais avec ce nouveau filtre, ce filtre empoisonné. Chaque je t'aime qu'il m'avait dit, chaque fois qu'il était distant, mettant cela sur le compte du stress ou de l'inspiration. Chaque fois qu'il s'isolait pour travailler tard, son téléphone à la main, son aversion pour le sel. Mon Dieu, le sel. Une chose si triviale, si domestique. J'avais changé ma façon de cuisiner pour lui. Je goûtais mes plats, je les trouvais fades, mais je souriais en me disant que c'était une de ses petites manies. Une preuve d'amour, de m'adapter à lui. Quelle idiote! Ce n'était pas une manie, c'était une préférence. Une préférence qu'il réservait à elle. Avec moi, il était l'homme sans sel. Avec elle, il aimait la fondue salée et brûlante.
J'étais l'amour fade, elle était la passion épicée. Cette pensée m'a fait mal, physiquement, une crampe à l'estomac. J'ai regardé le téléphone sur la table de nuit. Il était là, silencieux, ménacant. Il contenait toute la vérité. Je m'étais juré de ne plus y toucher. Mais c'était plus fort que moi. Je me suis levée, j'ai repris l'appareil. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais froide. Clinique. J'ai rouvert X. J'envise la lune. J'ai fait défiler. Cette fois, je ne lisais plus avec le cœur brisé d'une amante trahie. Je lisais avec la précision d'un enquêteur cherchant des preuves. Les dates. Je me suis concentrée sur les dates. Il y a 6 mois, j'étais à Bordeaux pour une conférence. 3 jours, il avait posté 3 fois. Le premier jour, la ville est vide quand tu n'y es pas. J'avais cru que c'était pour moi. Il m'avait envoyé un SMS ce soir-là. La maison est vide sans toi. Mais le post sur X avait une photo. Une photo de la lune au-dessus de la Seine. Lune. Le deuxième jour. On a parlé pendant des heures, comme si le temps n'avait jamais existé. Mon sang s'est glacé. Il l'avait vu. Le troisième jour, certains feux ne s'éteignent jamais vraiment. Ils attendent juste le bon vent. J'ai fermé les yeux. J'ai repensé à mon retour. Il m'attendait à la gare Montparnasse. Il m'avait serré dans ses bras, si fort. Il m'avait dit « Tu m'as manqué ». Je me souviens même avoir pensé qu'il était particulièrement passionné ce soir-là. J'ai eu envie de vomir. C'était donc ça, la retrouvaille. Ce n'était pas un simple souvenir. Ce n'était pas un amour platonique sur Internet. Il s'était revu. J'ai continué à faire défiler. J'ai cherché la date d'anniversaire de nos 2 ans. Le jour où il m'avait offert le bracelet en argent. Ce jour-là, Jean était silencieux. Mais la veille, il avait posté. Demain est un jour difficile, devoir sourire quand ton cœur est ailleurs. J'ai lâché le téléphone. Il est tombé sur la moquette épaisse avec un bruit sourd. Il n'était pas heureux, ce jour-là. Il jouait la comédie, le dîner, le bracelet, son sourire. Tout était faux. Un mensonge. Ma vie entière était un mensonge. J'étais la couverture, la façade respectable, la relation stable qui lui permettait de poursuivre son drame romantique en coulisses. L'équipe d'Antoine, Léo, Sophie, ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Leur silence gênait au dîner. Le regard de pitié de Sophie, le rougissement de Léo. Ils savaient tous que j'étais la idiote de service. La dernière au courant. La honte m'a submergée. Une vague brûlante, bien pire que la tristesse. J'étais humiliée. Je me suis dirigée vers la salle de bain. J'ai allumé la lumière. Le néon blanc était brutal, impitoyable. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme de 27 ans, des cernes sous les yeux, le teint pâle, les cheveux en désordre. J'ai vu Clara, la gentille Clara, la fille sans sel. J'ai fixé mon propre regard. Tu mérites mieux que ça, ai-je murmuré à mon reflet. Ma voix était rauque. Tu mérites la vérité. La vérité. Le mot flottait dans l'air de la salle de bain stérile. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas comment j'allais survivre à la réunion de 9 heures. Je ne savais pas comment j'allais rentrer à Paris et faire face à cet homme qui avait détruit ma vie en silence. Mais je savais une chose. C'était fini. On ne peut pas réparer quelque chose qui a été construit sur une fondation inexistante. Je suis retournée dans la chambre. Le ciel à l'extérieur commençait à pâlir. Une lueur grise, sale, remplaçait le noir de la nuit. L'aube. J'ai ramassé mon téléphone. Et à cet instant précis, il a vibré dans ma main. Un nouveau message. Mon cœur a fait un bond terrible. C'était lui, Antoine. J'ai regardé l'aperçu sur l'écran verrouillé. Les mots sont apparus, un par un. Désolée pour hier soir. J'étais à moitié endormie. J'ai dû rêver. Dors bien, je t'aime. J'ai lu la phrase. 1 fois, 2 fois. J'ai dû rêver. Il ne niait pas l'appel, il niait la conversation, il niait ma demande, mon désespoir, son silence. Il effaçait tout. Il était en train de me dire que j'avais imaginé cette tension,
que ma douleur n'était pas réelle. Il me faisait passer pour folle. Ce n'était plus de la trahison, c'était de la manipulation, c'était cruel. Le dernier mot brillait sur l'écran. Je t'aime. Ce mot, j'ai regardé ce je t'aime, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas de la honte, c'était de la colère. Une colère froide, pure et tranchante comme du verre. Il osait. Après avoir été découvert, après m'avoir laissé dans un silence coupable, il osait m'envoyer ce mensonge. Il pensait que j'étais si faible, si dépendante, si gentille. Il pensait qu'un je t'aime pouvait tout effacer, que j'allais lire ça, me calmer et oublier, que j'allais rentrer à Paris et que tout redeviendrait normal. Il avait sous-estimé la douleur. Mais plus que tout, il m'avait sous-estimé. J'ai déverrouillé le téléphone, j'ai regardé son message. Dors bien, je t'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas, sur la table de nuit. Le jour s'était levé sur Lyon. Un jour gris. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais prête pour le combat. La lumière grise de Lyon filtrait à travers les rideaux. Il était 7 heures du matin. J'avais une réunion étuflure. Le message d'Antoine était toujours là, sur l'écran. Dors bien, je t'aime. Je l'ai regardé, et pour la première fois, ces mots ne m'ont rien fait. Aucune chaleur, aucun réconfort, c'était comme lire une langue étrangère. La colère froide de l'aube était toujours là. Elle s'était installée dans ma poitrine, une présence lourde et solide. Je me suis levée. Mes mouvements étaient mécaniques. Je suis allée sous la douche. L'eau bouillante a frappé ma peau, mais je me sentais toujours gelée. Je me suis frottée et avec le savon de l'hôtel, une odeur anonyme de verveine, comme pour essayer d'effacer la souillure. L'humiliation. En sortant, je me suis regardée dans le miroir embué. J'ai essuyé la vapeur d'un revers de main. Mon visage était le même. Pâle, mais le même. Mes yeux étaient peut-être un peu plus sombres, c'est tout. C'était étrange. Je venais de vivre la fin de mon monde, mais rien n'apparaissait à l'extérieur. J'ai pensé à la Clara d'hier, la fille qui rougissait quand on lui tenait la main, la fille qui s'inquiétait pour le sel dans la nourriture. Elle me semblait si lointaine, si naïve. Une pitié amère m'a tordu l'estomac. Tu dois y aller, me suis-je dit. Tu dois faire face. Faire face. Le mot avait un nouveau sens. Je ne devais pas seulement faire face à une journée de travail, je devais faire face à Léo, à Sophie, à l'équipe d'Antoine. Je devais faire face aux gens qui savaient. Je me suis maquillée avec un soin méticuleux, plus de fond de teint que d'habitude, pour cacher la pâleur. Un trait d'eyeliner précis, du rouge à lèvres, d'un rouge sobre mais défini. Je ne devais pas avoir l'air brisé. Je ne devais pas leur donner cette satisfaction. Je ne savais pas si je le faisais par fierté professionnelle ou par pur instinct de survie. Je me suis habillée. Un tailleur pantalon bleu marine, une chemise blanche impeccable. Mes talons. Mes talons. Mon armure. À 8h30, je suis descendue dans le lobby. J'ai commandé un café noir à emporter. J'ai bu une gorgée. Il était brûlant, amer. Il avait le goût de ma nouvelle réalité. En marchant vers les bureaux de notre partenaire, l'air frais de Lyon me frappait le visage. Je marchais vite, chaque pas était déterminé. Je n'étais plus la victime. J'étais un témoin. J'allais observer. Je suis arrivée. La réceptionniste m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Le mien était parfait. Il n'atteignait pas mes yeux. On m'a conduite dans la salle de réunion. Ils étaient déjà là. Sophie, la directrice de projet, Léo, l'assistant, et 2 autres membres de l'équipe locale d'Antoine. Quand je suis entrée, la conversation s'est arrêtée. Exactement comme la veille au restaurant. Cette fois, j'étais prête. J'ai tenu leur regard, un par un. Léo a rougi instantanément. Il a baissé les yeux vers ses notes. Sophie, plus professionnelle, m'a adressé un sourire tendu. Clara, vous allez bien ce matin? Vous avez l'air en forme. Très bien, merci Sophie. Le café lyonnais est excellent. Ai-je répondu d'une voix égale. Je me suis assise.
J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti mon carnet. Le silence dans la salle était pesant. Ils attendaient. Ils m'observaient, cherchant des fissures. Je n'ai rien laissé paraître. Bien, ai-je commencé, ma voix claire et professionnelle. L'ordre du jour est chargé. Commençons par le premier point, l'analyse des retours de la campagne test. Et j'ai commencé à parler. J'ai parlé chiffres, j'ai parlé stratégie, j'ai parlé taux d'engagement et retour sur investissement. Ma voix ne tremblait pas, mes mains étaient instables. Je me regardais faire de l'extérieur. C'était une performance fascinante. La bonne élève Clara, la professionnelle Clara, avait pris le dessus. Mais sous la surface, la vraie moi était en train de scanner. Je notais tout. Le fait que Léo n'osait pas me regarder directement. Quand nos yeux se croisaient, il sursautait et regardait ailleurs. Le fait que Sophie était trop gentille, trop prévenante. Clara, voulez-vous un autre café? Clara, cette présentation est brillante, vraiment. Elle me couvait, comme si j'étais malade. Ils savaient tous. La veille, leur pitié m'aurait humiliée. Aujourd'hui, elle alimentait ma colère froide. Ils n'étaient pas mes amis. Ils étaient les complices silencieux de sa tromperie. Ils avaient regardé Antoine me mentir pendant des mois, peut-être des années. Ils avaient bien participé à la mascarade. Le dîner d'hier, le Jean vise la lune, ce n'était pas une gaffe de Léo, c'était un avertissement. Ou peut-être un test, ou pire, une moquerie cruelle. La réunion a duré 2 heures, j'étais impeccable, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai géré les objections. Quand nous avons terminé, Sophie a fermé son dossier avec un soupir de soulagement. Eh bien, c'était incroyablement productif. Clara, votre analyse est parfaite. Antoine a bien de la chance de vous avoir. Le mot chance, le prénom Antoine. Ils ont résonné dans la salle. Léo s'est tortillé sur sa chaise. J'ai souri à Sophie, un sourire lent, délibéré. Antoine et moi avons une relation basée sur une grande transparence, ai-je dit, en appuyant sur le dernier mot. Le visage de Sophie s'est figé. Elle a compris que je savais. Je n'ai pas eu besoin de dire autre chose. Je me suis levée. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques appels à passer avant la pause déjeuner. Je suis sortie de la salle de réunion, la tête haute. J'ai senti leur regard planté dans mon dos. La guerre silencieuse avait commencé. Je suis retournée dans le petit bureau temporaire qu'on m'avait assigné. J'ai fermé la porte. Dès que je fus seule, mon corps a réagi. Mes mains se sont mises à trembler. Violemment. J'ai dû m'asseoir. J'ai posé mes mains sur mes genoux pour les calmer. La performance m'avait coûté plus cher que je ne le pensais. J'ai respiré profondément. 1, 2, 3. Puis, j'ai pris mon téléphone. Pas mon téléphone professionnel, mon téléphone personnel. Il y avait un autre message d'Antoine. La réunion s'est bien passée, pense à moi. Un cœur. Il osait m'envoyer un cœur. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert X. Je ne cherchais plus seulement la trahison émotionnelle. Je cherchais la confirmation physique. Je suis retournée au poste d'il y a 6 mois. Celui où il disait « On a parlé pendant des heures », comme si le temps n'avait jamais existé. J'ai regardé le profil de Jean vise la lune. Il suivait très peu de comptes, une trentaine. Des photographes célèbres, des poètes morts. Et un seul compte personnel, verrouillé. Le nom d'utilisateur était Lunoa. Amélie Luneau. Mon doigt a plané au-dessus du bouton suivre. Je ne pouvais pas. Ce serait admettre ma défaite. Ce serait lui montrer que je savais. Je suis revenue en arrière. J'ai regardé les commentaires sous le poste de la fondue. Ha ha ha! Le goût de notre John a encore changé depuis qu'il a retrouvé l'une. Toi, tu détestais le fromage fondu, non? Comme quoi, même le cœur le plus froid fond sous le soleil d'Amélie. Ces gens. Qui étaient-ils? Des amis? J'ai cliqué sur leur profil. C'étaient des amis de lycée d'Antoine. Des gens dont il m'avait parlé, mais que je n'avais jamais rencontrés.
Il disait toujours qu'il s'était perdu de vue. Un autre mensonge, il n'était pas perdu de vue. Ils étaient les gardiens de son jardin secret. Ils étaient le public de sa romance avec Amélie. Et moi, qu'est-ce que j'étais pour eux? La question m'a glacée. J'étais probablement l'autre. L'obstacle, la fille ennuyeuse qui l'empêchait d'être avec son vrai amour. Mon humiliation s'est transformée en rage. Il ne m'avait pas seulement trahi, il avait permis à d'autres de me manquer de respect. Il avait fait de moi la risée de son cercle intime. Pendant ce temps, à Paris, je préparais ses dîners fades. Je repassais ses chemises, je gérais notre vie commune, pendant qu'il jouait au poète torturé pour une audience qui se moquait de moi. La pause déjeuner. Je ne pouvais pas manger. L'idée même de nourriture me donnait la nausée. Sophie est passée devant mon bureau, l'air faussement décontracté. « Clara, nous allons tous déjeuner au petit bistrot en bas, vous vous joignez à nous ?» Elle me testait, j'ai levé les yeux de mon écran, j'ai affiché mon sourire professionnel numéro 2. « C'est très gentil, Sophie, mais je vais devoir refuser. J'ai une présentation urgente à terminer pour Paris. » « Oh, d'accord. Vous êtes sûre, vous travaillez trop. » « Certaine, merci. » Elle a hésité, puis a continué son chemin. Je les ai regardés partir. Léo marchait derrière elle, la tête basse. J'étais seule. Je ne devais pas rester seule. La solitude était dangereuse. C'était là que les monstres attaquaient. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. Une habitude stupide. Une recherche de normalité. Et c'est là que je l'ai vue. Pas sur le compte d'Antoine. Sur le compte de Luno A. Son compte X était privé, mais son compte Instagram était public. Amélie Luno. Elle était belle. Ce n'était pas une beauté évidente. C'était une beauté de fil cool. Des cheveux bruns en désordre, un sourire en coin, des taches de rousseur. Le genre de fille qui ne porte pas de maquillage, mais qui est quand même parfaite. Le genre de fille qu'Antoine adorerait photographier. Elle était à l'opposé de moi. Je suis soignée, je suis réservée, je suis classique. Elle était sauvage. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fait défiler ses photos, des voyages, des festivals, des amis rieurs. Et puis, une photo. Il y a 2 jours, elle était assise à une table, une nappe à carreaux rouges et blancs. Elle levait un morceau de pain piqué au bout d'une fourchette. Devant elle, un caquet long. Elle était en train de manger une fondue. Le texte disait « Les meilleures choses de la vie sont salées, brûlantes et partagées. » J'ai zoomé sur la photo. Ce n'était pas la même photo qu'Antoine avait postée. C'était un angle différent. Mais on voyait la main de l'homme en face d'elle. Une main d'homme tenant un verre de vin rouge. À son poignet, il y avait un bracelet en cuir tressé. Le bracelet que je lui avais offert pour son 30e anniversaire. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était plus une trahison mentale. Ce n'était plus un souvenir. Ce n'était plus un fantasme sur Internet. Il y a 2 jours. Pendant que je préparais ma valise pour Lyon, il dînait avec elle. Pendant que je lui envoyais une liesse pour lui dire que j'avais hâte de rentrer, il partageait une fondue salée et brûlante avec son amour de jeunesse. La photo de Jean vise la lune n'était pas juste une photo de fondue. C'était leur photo. Et la robe à fleurs, sur la photo d'Amélie, elle ne portait pas de robe. Elle portait un jean et un pull. J'ai regardé à nouveau la photo d'Antoine. Le coin de tissu, ce n'était pas une robe, c'était une nappe? Non. J'ai zoomé, encore, la qualité était mauvaise, mais ce n'était pas une robe. C'était peut-être une écharpe? Non, peu importe. La preuve était là, le bracelet, il était avec elle. Mon téléphone a glissé de mes doigts, il a heurté le bureau avec un bruit sec. Le silence de la pièce s'est précipité sur moi. Je me suis levée, je me suis sentie étourdie. J'ai dû m'agripper au bord du bureau. Ce n'était plus de la colère froide. C'était une douleur pure, physique, comme si on m'avait ouvert la poitrine. J'ai repensé à son appel. « Clara, tu penses sans à moi ?» J'ai repensé à son message du matin. « Dors bien, je t'aime. » J'ai attrapé la poubelle à côté du bureau et j'ai vomi.
Je suis restée là, le front appuyé contre le carrelage froid des toilettes du bureau. L'odeur âcre de la bile me brûlait la gorge. Le bracelet, cette image était gravée à l'acide derrière mes paupières. Le bracelet en cuir tressé que j'avais choisi avec tant de soin pour ses 30 ans. Je me souviens de l'avoir cherché pendant des semaines. Je voulais quelque chose de lui, quelque chose d'un peu rock, mais d'élégant. Il ne l'avait jamais enlevé. C'est mon porte-bonheur, m'avait-il dit, mon cadeau, mon porte-bonheur. Il le portait pendant qu'il me trahissait. Une nouvelle vague de nausées m'a secouée, mais il n'y avait plus rien à vomir. J'ai tiré la chasse d'eau, le bruit m'a fait sursauter. Je me suis relevée, les jambes tremblantes. Je me suis rincé la bouche au lavabo, encore et encore, comme si je pouvais effacer le goût de la vérité. J'ai regardé mon reflet. C'était pire que ce matin. J'étais livide. Mon rouge à lèvres était parti. Mes yeux étaient injectés de sang. J'avais l'air d'une femme hantée. Je le suis. Je suis hantée par Amélie. Je suis hantée par la fondue. Je suis hantée par ce bracelet. J'ai pris des serviettes en papier, je les ai passées sous l'eau froide et je les ai pressées contre mon visage, sur mes joues, sur mon cou. Il fallait que je retourne à ce bureau. Je ne pouvais pas m'enfuir. J'étais piégée ici, à Lyon, avec ces gens qui savaient et avec cette connaissance qui me dévorait de l'intérieur. J'ai remis du rouge à lèvres. Ma main tremblait tellement que le trait était incertain. J'ai essuyé, recommencé. L'armure! Remets l'armure, Clara. Je suis sortie des toilettes. J'ai marché dans le couloir, me concentrant sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Sophie était à la machine à café. Elle m'a vue. Son visage professionnel et souriant il y a 1 heure s'est décomposé en une expression d'inquiétude non feinte. « Clara? Mon Dieu, vous êtes blanche comme un linge !» Elle s'est approchée, a posé sa tasse. « Vous n'allez pas bien, vous auriez dû déjeuner. » Je me suis reculée, instinctivement. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Sa pitié me brûlait la peau. « C'est juste un coup de fatigue, » ai-je réussi à articuler. Ma voix était rauque. « J'ai peut-être mangé quelque chose qui… » « Asseyez-vous, je vais vous chercher un verre d'eau. »« Léo !» a-t-elle appelé. Léo est sorti de son bureau, l'air affolé. « Non !» ai-je dit, plus fort. « Non, s'il vous plaît, n'appelez personne. » Sophie s'est arrêtée. Elle m'a regardée, vraiment regardée, et j'ai vu la pitié se transformer en compréhension. Elle a compris que ce n'était pas la nourriture. Elle a compris. Elle a baissé la voix. « Clara, écoutez, prenez votre après-midi, rentrez à l'hôtel, personne ne vous en voudra. » Rentrer à l'hôtel, pour m'effondrer, pour pleurer, pour être seule avec cette douleur. Non, la solitude était mon ennemi. Le travail était ma seule bouée. Je vais bien, Sophie, vraiment. J'ai essayé de sourire. Ce fut une grimace. J'ai juste besoin de m'asseoir 1 minute. Je me suis dirigée vers mon bureau sans la regarder davantage. J'ai fermé la porte derrière moi. Un geste définitif. Un « laissez-moi tranquille » que personne ne pouvait mal interpréter. Je me suis assise. Mon téléphone était sur le bureau, là où je l'avais laissé tomber. L'écran était allumé. Il y avait 4 nouveaux messages. Tous d'Antoine. 13h45. Clara, tout va bien? 14h10. Tu n'as pas répondu à mon dernier message. Tu es en réunion? 14h30. Je commence à m'inquiéter. Appelle-moi quand tu vois ça. 14h32. Tu me fais peur. Réponds. Réponds-moi. Tu me fais peur. J'ai ri. Un son sec, sans joie, qui m'a surprise moi-même. Je lui fais peur. L'ironie était si amère qu'elle m'a presque étouffée. Il n'avait pas peur pour moi. Il n'avait pas peur que je sois malade ou que j'ai eu un accident. Il avait peur parce que son alibi ne répondait plus. Il avait peur parce que la gentille Clara, la fille prévisible, la fille sans sel, agissait de manière anormale. Il avait peur que son mensonge s'effondre. Mon silence était une arme. Je venais de le découvrir. Je n'allais pas répondre. J'ai coupé le son du téléphone. J'ai retourné l'appareil, écran contre le bureau. Maintenant,
Le silence était de mon côté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai regardé le document sur lequel je travaillais. Des chiffres, des graphiques. Cela n'avait aucun sens. C'était le langage d'un autre monde. Un monde où les choses étaient mots et logiques, où les actions avaient des conséquences prévisibles. Mon monde venait d'exploser. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé être une heure. Je n'ai pas écrit une seule ligne. Mon esprit était à Paris. J'essayais de l'imaginer, lui. Que faisait-il en ce moment? Était-il avec elle? Étaient-ils en train de rire de la fondue? Étaient-ils en train de rire de moi? Tu penses qu'elle a compris? Ne t'en fais pas, Lune, c'est Clara. Elle est un peu lente, elle va gober ce que je lui dis. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. La douleur physique était un soulagement bienvenu. Elle m'a ancré. Je devais partir d'ici. Sophie avait raison, je ne pouvais pas travailler. Mais je ne pouvais pas non plus rentrer à l'hôtel. J'ai attrapé mon sac, j'ai pris ma veste, j'ai ouvert la porte. Sophie et Léo étaient dans l'open space, parlant à voix basse. Ils se sont tus net quand ils m'ont vu. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je dit, sans m'adresser à personne en particulier. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je suis partie, j'ai traversé l'open space, j'ai pris l'ascenseur. Je suis sortie dans la rue. L'air frais de Lyon, qui m'avait semblé si vivifiant le matin, était maintenant juste froid. Et j'ai marché. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de destination. J'ai marché le long des quais de Saône. L'eau était sombre, couleur de plomb. Elle reflétait le ciel gris, mon reflet. J'ai marché pendant des heures. J'ai dépassé des couples qui se tenaient la main. J'ai dépassé des familles qui riaient. J'ai dépassé des étudiants pressés. J'étais un fantôme au milieu des vivants. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Encore et encore. Je ne l'ai pas regardé. Chaque vibration était un rappel de son anxiété. Et chaque vibration renforçait ma nouvelle et terrible détermination. Je ne pleurais pas. La douleur était trop profonde pour les larmes. C'était un état de choc, un engourdissement qui me protégeait de l'effondrement total. J'ai repensé à l'appel de 3 heures du matin. Mon nom, mon de Paris à Lyon, c'est 2 heures de TGV. Et son silence. C'était le point de bascule. L'Instagram, le bracelet, ce n'était que la confirmation de ce que je savais déjà. Il m'avait laissé tomber. Il avait activement choisi de me laisser dans ma détresse, au milieu de la nuit, dans une ville inconnue. Parce que la vérité était trop dérangeante. Parce que l'une était là. Le soleil a commencé à se coucher. Je ne l'ai pas vu. Le ciel est juste passé d'un gris morne à un noir d'encre. Les lumières de la ville se sont allumées. Elles se reflétaient dans la Saône comme des bijoux brisés. J'avais froid. Mes pieds me faisaient même mal. J'étais épuisée. Il était temps de rentrer. J'ai fait demi-tour, j'ai marché mécaniquement vers mon hôtel. Le hall était chaud, lumineux. La musique d'ambiance était douce. J'ai pris l'ascenseur, j'ai marché dans le couloir jusqu'à ma chambre. J'ai inséré la carte magnétique. La lumière verte s'est allumée. J'ai poussé la porte. J'ai refermé la porte derrière moi. J'ai verrouillé. L'obscurité de la chambre m'a enveloppée. Et là, enfin, dans le silence absolu, seule avec moi-même, l'armure s'est fissurée. Elle n'est pas tombée. Elle a explosé en 1000 morceaux. Je me suis appuyée contre la porte. Mon sac est tombé de mon épaule. Je me suis laissée glisser jusqu'au sol. Et j'ai commencé à crier. Ce n'était pas un cri, c'était un son que je ne m'étais jamais entendu faire. Un son animal, arraché à mes entrailles. Les larmes sont venues, ce n'étaient pas les larmes silencieuses de la veille. C'était donc des sanglots violents, laids, qui me déchiraient la poitrine. J'ai pleuré pour la fille naïve que j'étais hier. J'ai pleuré pour les 3 ans de ma vie que j'avais donnés à un fantôme. J'ai pleuré pour le bracelet en cuir. J'ai pleuré pour le sel. J'ai pleuré parce qu'il m'avait menti et parce que je l'avais laissé faire. J'ai pleuré parce que j'avais mal, si mal, que je pensais que j'allais en mourir, là, sur la moquette de cette chambre d'hôtel. L'effondrement était total. J'étais au fond.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur le sol. Des heures, peut-être. Le cri s'est éteint, laissant ma gorge à vif. Les sanglots se sont taris, se transformant en hoquets silencieux, pathétiques. Je suis restée là, recroquevillée contre la porte, dans le noir. L'épuisement était total. C'était un vide physique, un vide mental. C'était comme si mon âme avait quitté mon corps, fatiguée de se battre. Je ne pensais plus, je ne ressentais plus. J'étais une chose brisée sur la moquette d'une chambre d'hôtel. L'obscurité était totale, le silence aussi. J'avais dû éteindre mon téléphone à un moment donné, avant de sombrer. Ou peut-être était-il mort. Je m'en fichais. Le temps n'existait plus. Il n'y avait que la douleur. Une douleur sourde, constante, qui avait remplacé mon cœur. J'ai dû m'endormir. Pas un vrai sommeil. Une chute, une absence. Je me suis réveillée avec un sursaut violent. La chambre était baignée d'une lumière étrange, ni la nuit, ni le jour. Une pénombre grise. L'aube, encore. Mon cou était raide, ça était raide. Mon corps était endolori d'avoir dormi dans cette position, pendant une seconde, une fraction de seconde bénie. Je n'ai pas su où j'étais, je n'ai pas su qui j'étais. Et puis, tout est revenu. Pas une vague, un tsunami. Le compte X, la fondue, le bracelet, l'appel, le silence. Son silence, l'humiliation, j'ai gémi. Un son faible. Je devais me lever, je ne pouvais pas rester sur ce sol. Je me suis traînée. J'ai rampé jusqu'au lit, je me suis hissée, je me suis assise, le dos contre la tête de lit. La chambre était un chaos, mon sac éventré sur le sol, mes chaussures jetées, le verre d'eau de la veille, renversé. C'était l'image de ma vie. J'ai attrapé mon téléphone. L'écran était noir, la batterie était morte. J'ai trouvé mon chargeur, je l'ai branché, je l'ai regardé immobile pendant qu'il se rechargeait. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que j'espérais? Des excuses? Une explication? Après quelques minutes, je l'ai allumé. Ce fut une erreur. L'appareil a vibré. Il n'a pas vibré. Il a eu une convulsion. Il a tremblé dans ma main, hurlant, comme s'il était possédé. Les notifications ont inondé l'écran. 47 appels manqués. Tous de Antoine. 112 messages. J'ai regardé, hypnotisé, le barrage de sa panique. Les premiers messages, je les avais vus. L'inquiétude feinte. Puis, après mon silence de l'après-midi, le ton avait changé. 16h. Clara, arrête ce jeu, c'est puéril, appelle-moi. 17h30. J'ai appelé l'hôtel, ils ont dit que tu étais dans ta chambre. Pourquoi tu ne réponds pas? 15h15. J'ai appelé Sophie. Elle m'a dit que tu étais partie, que tu avais l'air malade. Qu'est-ce qui se passe? 19h. Tu es avec quelqu'un? C'est ça? Tu me trompes? Cette accusation, l'audace. Lui, m'accuser, j'ai presque ri. Puis, la panique pure. 21h. Ok, j'ai compris, c'est pour cette nuit, c'est ça? J'étais à moitié endormie, Clara. Je ne savais pas ce que je disais. 22h30. Je t'en supplie, dis-moi ce que tu sais. 23h. C'est Lune, n'est-ce pas? Tu as vu quelque chose. Le voilà, l'aveu. Il l'avait écrit. Mon cœur n'a même pas eu un soubresaut. Il n'y avait plus rien à briser. 0. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est du passé, c'est juste, c'est compliqué. Et Clara, je te jure sur ma vie, c'est toi que j'aime, toi. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas. Et pourtant, c'est pour elle qu'il avait gardé le silence. C'est pour elle qu'il avait mangé cette fondue. C'est pour elle qu'il m'avait menti chaque jour pendant 3 ans. Le barrage a continué. Des supplications, des menaces voilées. Ne me force pas à venir à Lyon. Des déclarations d'amour pathétiques. Le dernier message était arrivé il y a 10 minutes. Pendant que je branchais le téléphone, 50. Je suis un idiot, un imbécile. J'ai tout gâché.
Pardonne-moi, je t'en supplie, dis-moi juste que tu vas bien, dis-moi juste un mot. Un mot. J'ai regardé ce mur de texte, cette performance de regret, et je n'ai rien ressenti, pas de pitié, pas de tristesse, pas même de colère, juste du dégoût, un dégoût profond, total. Ce n'était pas l'amour qui le faisait paniquer, c'était la peur. La peur d'être découvert, la peur que son petit jeu confortable s'arrête. J'étais son alibi, sa stabilité, la façade respectable qui lui permettait d'être le poète torturé en secret. Et l'alibi venait de démissionner. J'ai repensé à Amélie. L'une. Elle non plus, elle n'était pas réelle. Elle était un fantasme. Elle était l'amour de jeunesse, celle qui s'était échappée. Il ne l'aimait pas, elle. Il aimait l'idée d'elle. Il aimait le drame. Et moi, qu'est-ce que j'étais? J'étais le réel. J'étais le quotidien. J'étais la vaisselle du mardi soir et les factures partagées. Et il avait détesté ça. Il avait eu besoin de son salé et brûlant pour supporter le fade de notre vie. Non. Ma vie n'était pas fade. Mon amour n'était pas fade. Mon amour était honnête. Mon amour était constant. Mon amour était vrai. C'est lui qui était incapable de le recevoir. C'est lui qui était trop lâche pour être un homme, alors il jouait à être un poète. La réalisation m'a frappée, calme et froide. Yo sengwe khom danse la khom nyanra min sungdang de kiodunkak. Aimer la mauvaise personne n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas réaliser qu'on mérite d'être aimé correctement. Cette phrase, d'où venait-elle? Elle flottait dans mon esprit, une vérité soudaine. Je méritais mieux que ça. Je méritais mieux qu'un amour à temps partiel. Je méritais mieux qu'un homme qui me mentait dans les yeux et m'envoyait des cœurs emoji pendant qu'il dînait avec une autre. J'ai regardé le téléphone, le flot de messages. J'ai posé mon pouce sur le bouton d'appel. J'aurais pu l'appeler. J'aurais pu hurler. J'aurais pu exiger la vérité, le mettre face à ses mensonges. Mais à quoi bon? La vérité, je l'avais. Dans la photo de la fondue, dans le bracelet, dans son silence à 3 heures du matin. Une confrontation ne changerait rien. Cela ne ferait que lui donner une autre scène où jouer son rôle de victime repentante. Le silence. Mon silence. C'était ma seule arme. C'était ma seule dignité. J'ai ouvert le contact Antoine. J'ai regardé le cœur rouge. Il semblait se moquer de moi. Mon doigt n'a appuyé sur modifier. J'ai effacé le. J'ai effacé le Antoine. J'ai tapé son nom complet. Antoine Duval. Puis, j'ai cliqué sur bloquer ce contact. Bloquer Antoine Duval? J'ai appuyé sur confirmer. Le fil de discussion a disparu. J'ai ouvert X, j'ai bloqué Jean vise la lune. J'ai ouvert Instagram, j'ai bloqué Antoine. J'ai bloqué Amélie Luneau. J'ai coupé toutes les cordes. Un silence soudain, numérique et réel, est tombé sur la chambre. Il ne pouvait plus m'atteindre. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je me sentais juste, vide. Mais c'était un vide différent de celui de la nuit dernière. Ce n'était pas un vide de désespoir. C'était un vide propre. Une page blanche. Je me suis levée. J'ai regardé l'heure. 7h15. J'avais une dernière journée de travail. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la penderie. La femme d'hier était partie. Celle qui pleurait sur le sol, celle qui me regardait, était quelqu'un d'autre. Elle était fatiguée. Elle avait les yeux gonflés. Elle était brisée. Mais elle était toujours debout. Je suis allée prendre une douche. L'eau chaude de la douche était une agression. Mais c'était une agression que j'accueillais. Je suis restée dessous, jusqu'à ce que ma peau soit rouge, jusqu'à ce que la vapeur me suffoque. Je me suis lavé les cheveux, en frottant mon cuir chevelu si fort que c'en était douloureux. Je lavais Antoine. Je lavais ses mensonges. Je lavais ses mon amour. C'est je t'aime. Je lavais l'odeur de sa peau que j'imaginais encore sur la mienne. Je lavais 3 ans de ma vie. Quand je suis sortie, le miroir était, une fois de plus, couvert de buée. Je l'ai essuyé. La femme qui me regardait n'était pas la même que la veille. La femme d'hier était une victime, brisée, livide, hantée. Celle-ci était différente.
Mes yeux étaient toujours gonflés, cerclés de noir. J'avais l'air d'avoir pris 10 ans. Mais il y avait quelque chose dans mon regard. Une dureté, une lueur froide qui avait remplacé la douceur. La gentille Clara était morte la nuit dernière. Sur la moquette de cette chambre, j'ai commandé un café au service d'étage. Double, noir. Je ne pouvais rien avaler d'autre. Pendant que je le buvais, brûlant, je me suis maquillée. Pas le maquillage armure de la veille, destiné à cacher ma douleur. C'était un maquillage de guerre. Un fond de teinte impeccable pour masquer les ravages de la nuit. Un rouge à lèvres mat, d'un rouge profond, presque agressif. Mes cheveux, tirés en arrière en un chignon si serré qu'il me tirait la peau du visage. Je n'essayais pas de paraître bien. J'essayais de paraître intouchable. J'ai enfilé la même tenue que la veille. Le tailleur pantalon bleu marine. Mon uniforme. J'ai regardé mon téléphone. Il était là, sur la table de nuit. Silencieux, bloqué. Une paix étrange. L'absence de ses messages, l'absence de ses appels paniqués, était un baume. Il ne pouvait plus m'atteindre. J'ai pris mon sac, j'ai quitté la chambre, je n'ai pas regardé en arrière. En descendant dans le lobby, j'ai croisé des gens qui prenaient leur petit déjeuner, des couples qui riaient, des hommes d'affaires qui lisaient le journal. La vie normale. Cela me semblait si absurde, si distant. Je suis sortie. L'air de Lyon était vif. J'ai marché vers le bureau d'un pas rapide. Quand je suis arrivée, l'open space était déjà animé. Personne ne m'a vu entrer. Ou alors, ils ont prétendu ne pas me voir. Je suis allée directement à mon bureau temporaire. J'ai allumé l'ordinateur, il y avait un email de Sophie, envoyé à 7h30. Clara, j'espère que vous vous sentez mieux ce matin. Ne vous sentez obligée de rien. Si vous avez besoin de rentrer à l'hôtel ou même de prendre un train plus tôt pour Paris, je comprendrai. Je peux gérer la finalisation du projet d'ici. Prenez soin de vous. Sophie. Elle me donnait une porte de sortie. Prendre un train plus tôt pour Paris. Rentrer à Paris. Vers notre appartement. Vers sa panique. Vers ses mensonges. Non. Pas encore. J'avais une dernière chose à faire. J'ai ouvert la porte de mon bureau et je suis allée chercher Sophie. Elle était à son bureau, au téléphone. Elle m'a vue approcher. Son visage s'est contracté d'inquiétude. Elle a murmuré quelque chose dans le combiné et a raccroché. Clara? Bonjour, Sophie, l'ai-je coupé. Ma voix était nette, froide, professionnelle. Je viens de lire votre email. Je vous remercie pour votre sollicitude. Ce ne sera pas nécessaire. Sophie m'a dévisagée. Elle ne regardait pas mon tailleur, elle regardait mon visage. Mon rouge à lèvres, mes yeux. Elle cherchait la fille brisée de la veille. Elle ne la trouvait pas. Je suis ici pour terminer ce que j'ai commencé, ai-je continué. Nous avons une réunion de clôture à 11h. Je suis en train de finaliser les derniers slides. Je serai prête. Sophie a dégluti. Clara, écoutez, Hier était une journée difficile, ai-je dit, ma voix ne laissant place à aucune discussion. J'étais fatiguée, mais aujourd'hui je vais très bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai laissé tomber le masque de professionnalisme pendant une seconde. J'ai compris que la pitié, même bien intentionnée, n'aide personne. Elle ne fait que prolonger l'inconfort. Le visage de Sophie a pâli. Elle a compris. Ce n'était pas une discussion sur le travail. Oui, vous avez raison, a-t-elle murmuré. Bien, alors concentrons-nous sur la clôture. Je lui ai tourné le dos et je suis retournée à mon bureau. J'ai senti le regard de tout l'open space sur moi. Léo, depuis son poste, me regardait avec des yeux ronds, terrifiés. La gentille Clara faisait peur. C'était une sensation nouvelle, et étrangement, elle me donnait de la force. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai travaillé. Je n'avais jamais travaillé comme ça. C'était une concentration pure, froide, dégagée de toute émotion. Mon esprit était un scalpel. J'ai disséqué les données, j'ai écrit des conclusions sans appel. J'ai préparé une stratégie pour le déploiement. Mon téléphone est resté silencieux. Mon cœur aussi. À 11h,
J'étais dans la salle de réunion. Ils étaient tous là. Sophie, Léo, les autres membres de l'équipe. J'ai projeté ma présentation. Et j'ai parlé. Je n'ai pas seulement présenté. J'ai dominé. Ma voix était forte. Chaque mot était précis. Il n'y avait aucune hésitation. J'ai parlé de la campagne, j'ai parlé des résultats. Et puis, j'ai parlé de la collaboration. Ce qui nous amène à la performance de l'équipe locale, ai-je dit, en regardant Léo. Il a blêmi. Il y a eu des distractions, ai-je continué, ma voix se durcissant. Des conversations qui n'avaient peut-être pas leur place dans un cadre professionnel. Des familiarités qui ont brouillé les lignes. Sophie a fermé les yeux. Pour l'avenir, ai-je dit en la regardant, je recommanderais une charte de conduite plus stricte. La transparence est essentielle, mais la discrétion l'est tout autant. C'était une menace, c'était un avertissement, c'était ma vengeance. Une vengeance froide, servie dans une salle de réunion sous néon. J'ai terminé ma présentation. Avez-vous des questions? Silence total. Personne n'osait respirer. Bien. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai rangé mes affaires, méticuleusement, mon stylo, mon carnet. Je me suis levée. Sophie, merci pour votre accueil. J'ai tendu la main. Elle l'a prise. Sa main était moite, la mienne était sèche et froide. Clara, a-t-elle commencé, sa voix pleine d'une pitié qu'elle ne pouvait retenir. À propos d'Antoine, je l'ai arrêté d'un regard. Antoine? J'ai feint la surprise. Je ne vois pas le rapport. C'est un collaborateur externe. Ce qui se passe dans sa vie privée n'a aucun impact sur nos résultats professionnels, n'est-ce pas? Je n'ai pas attendu sa réponse. Léo. Il a sursauté comme si je l'avais frappé. Faites attention à ce que vous dites à l'avenir. Et à qui? Je me suis retournée. Merci à tous. Le rapport final sera dans vos boîtes mail avant la fin de la journée. Et je suis sortie. J'ai traversé l'open space. Tête haute, talons claquant sur le sol, je n'ai pas couru, j'ai marché, j'ai pris l'ascenseur. Quand les portes se sont fermées, me coupant du regard des autres, je n'ai pas fondu. Je n'ai pas tremblé, je me suis appuyée contre la paroi froide de l'ascenseur. J'ai fermé les yeux, c'était fait. Je suis sortie du bâtiment. Le soleil avait percé les nuages. Une lumière d'automne, pâle mais brillante. Elle me faisait mal aux yeux. J'ai mis mes lunettes de soleil. Je devais rentrer à l'hôtel, faire ma valise. Mon train pour Paris était prévu pour le lendemain soir. J'ai commencé à marcher. Mais je ne suis pas allée vers l'hôtel. Je me suis retrouvée, sans le vouloir, sur les quais. Les mêmes quais où j'avais erré la veille. L'eau de la Saône brillait sous le soleil. Elle n'était plus grise. J'ai regardé mon téléphone. Toujours silencieux. Il n'y avait plus de messages, plus d'appels. J'avais gagné la guerre du silence. Mais la victoire était terriblement solitaire. J'ai regardé l'heure. 13 heures. Rentrer à Paris. Le mot résonnait. Rentrer. Mais pour aller où? Notre appartement n'était plus chez moi. C'était une scène de crime. Faire face à Antoine. Je savais ce qui m'attendait. Les larmes, les supplications, les promesses. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle ne compte pas. C'est toi que j'aime. Il essaierait de m'endormir à nouveau avec sa tendresse. Il essaierait de me faire redevenir la gentille Clara. Et une partie de moi, une petite partie terrifiée, avait peur de céder. Non. Je ne pouvais pas le laisser me parler. Je ne pouvais pas le laisser me voir. Pas maintenant. Pas tant que j'étais encore si à vif. J'ai regardé vers la gare de Perrache au loin. Une idée folle a germé. Et si je ne rentrais pas? Et si je prenais un train, mais pas pour Paris? Marseille, Bordeaux, n'importe où. Disparaître, mais ce serait fuir. Et j'avais fini de fuir. Je devais rentrer à Paris, mais je devais y rentrer selon mes propres termes. Je suis retournée à l'hôtel. J'ai fait ma valise. Une efficacité mécanique. J'ai vérifié la chambre 3 fois.
Je ne voulais rien laisser de moi. Je suis descendue à la réception. J'ai fait mon check-out. Vous partez un jour plus tôt, Madame Morel, a constaté la réceptionniste. Oui, ai-je dit. Un imprévu. Je suis sortie. J'ai hélé un taxi. Gare de Lyon-Pardieu, s'il vous plaît. À la gare, j'ai acheté mon billet. Un aller simple pour le prochain train. Il partait dans 20 minutes. Je me suis assise sur le quai. La foule s'agitait autour de moi. Mon téléphone est resté dans mon sac. Je ne voulais pas le regarder. Je ne voulais pas être tentée de le rallumer, de voir s'il avait essayé de me joindre par un autre moyen. Le silence, c'était mon bouclier. Le TGV est entré en gare. Je suis montée. J'ai trouvé ma place. Je me suis assise. Le train s'est ébranlé, lentement, puis de plus en plus vite. Lyon a commencé à défiler par la fenêtre. Les bureaux où j'avais vécu ma vengeance. Les quais où j'avais erré. Tout s'éloignait. J'ai regardé la place vide à côté de moi. C'était ça, mon avenir immédiat. Le vide. Le train n'a pris de la vitesse, filant à travers la campagne française. Et moi, Clara, je fixais mon propre reflet dans la vitre, fonçant vers un avenir dont je ne savais qu'une seule chose. Il serait silencieux. Le TGV glissait dans la campagne française, la transformant en une traînée floue de vert et de brun. Je n'ai pas regardé le paysage. Je fixais mon propre reflet dans la vitre, mais je ne me voyais pas. Je voyais une femme, une silhouette. Elle avait mon visage, mais ses yeux étaient vides. Elle avait mon tailleur bleu marine, mais il semblait appartenir à quelqu'un d'autre, une armure trop grande ou trop petite. 2 heures de silence. Mon téléphone est resté dans mon sac, éteint. Je l'avais rallumé juste avant de monter dans le train, par un réflexe stupide. Aucune notification. Évidemment, j'avais tout bloqué. L'absence de sa panique était un vide étrange. C'était la première fois en 3 ans que je n'étais pas connectée à lui, d'une manière ou d'une autre. C'était terrifiant, et c'était libérateur. La peur et la liberté. Les deux émotions se battaient en moi, me laissant dans cet état de calme engourdi. J'ai pensé à lui. Que faisait-il à Paris? Probablement, il était en train de paniquer. Il avait dû essayer de m'appeler depuis un autre téléphone. Il avait dû envoyer un mail. Il avait dû contacter ma mère. Non, pas ma mère. Il n'oserait pas. Cela rendrait la situation trop réelle. Il était coincé dans son propre piège. Il ne pouvait alerter personne de ma disparition sans révéler la raison de mon silence. Le poète était seul avec ses mensonges. Le train est entré dans la banlieue parisienne. Les champs ont laissé place aux bâtiments gris, aux graffitis. Gare de Lyon. La boucle était bouclée. Je suis descendue du train. L'air de Paris était différent de celui de Lyon. Plus sec, chargé d'une électricité que je n'avais pas remarquée avant. J'ai marché dans le grand hall. C'était ici même, il y a 4 jours, qu'il m'avait appelé. « Reviens vite, mon amour. » J'ai eu un rire sec, silencieux. J'ai fait la queue pour un taxi. La femme devant moi parlait au téléphone, elle riait, elle disait à quelqu'un qu'elle arrivait, qu'elle avait hâte. J'ai détourné le regard, j'ai donné mon adresse au chauffeur. Notre adresse. Le trajet était un supplice. Chaque rue m'était familière. Le café où nous prenions notre petit déjeuner le dimanche. Le parc où nous nous étions disputés à propos d'un film. Le fleuriste où il m'avait acheté des pivoines après avoir oublié notre premier anniversaire de rencontre. Avait-il vraiment oublié? Ou était-il déjà avec l'une, en pensée ou en personne? Chaque souvenir était maintenant contaminé. Chaque moment heureux était une scène de crime potentiel. Le taxi s'est arrêté devant notre immeuble, un bel immeuble haussmannien dans le 11e arrondissement. J'ai payé, j'ai pris ma valise. Je suis restée sur le trottoir. J'ai regardé les fenêtres de notre appartement, au 3e étage. Les volets étaient ouverts. Était-il là? Mon cœur a commencé à battre. Fort. Une panique froide m'a saisie. Je ne voulais pas le voir. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête pour les larmes, les justifications, les pardonne-moi. J'ai vérifié mon téléphone. Toujours éteint.
Respire, Clara. Tu dois y aller. Ce sont tes affaires. C'est ta vie. Je suis entrée dans le bâtiment. L'odeur de cire de l'escalier. Le grincement familier de l'ascenseur. J'ai atteint notre palier. J'ai sorti mes clés. Ma main tremblait. J'ai inséré la clé dans la serrure. J'ai tourné. La porte s'est ouverte avec un léger soupir. J'ai poussé. Antoine, ma voix, était un murmure. Pas de réponse. Le silence. L'appartement était silencieux, mais il n'était pas vide. Son sac d'appareil photo était près de la porte, ses chaussures jetées en désordre. Il était là, où il l'avait été récemment. J'ai fermé la porte doucement. J'ai verrouillé. Je me tenais dans l'entrée. Ma valise à côté de moi. L'appartement. Notre chez nous. Chaque objet me criait son nom. Le miroir dans l'entrée où il m'embrassait avant de partir. Le canapé dans le salon où nous regardions des films. La cuisine où j'avais arrêté de saler mes plats. Je me sentais comme une intruse, une cambrioleuse. J'ai marché dans le salon. Sur la table basse, il y avait 2 verres à vin, vides, et un petit bouquet de fleurs séchées que je n'avais jamais vu. Mon estomac s'est noué. 2 verres. Elle était venue ici. Ce n'était plus une romance secrète sur X. Ce n'était plus un dîner fondu dans un restaurant. Il l'avait amenée ici, dans notre maison. J'ai touché le verre. Il était collant. Quand? Hier soir, pendant qu'il m'envoyait des messages de panique. Je t'en supplie, Clara. Clara, c'est toi que j'aime. Peut-être qu'elle était là à côté de lui, pendant qu'il écrivait ça. Peut-être qu'il riait. La nausée de la veille est revenue, violente. J'ai couru vers la salle de bain, je me suis accrochée à la cuvette, mais il n'y savait rien. Mon corps était vide, je me suis relevée. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Mon rouge à lèvres de guerre avait disparu. Il ne restait qu'une trace tachée. J'ai ouvert le robinet, j'ai bu l'eau à la main, avidement. Et puis je l'ai vu, sur le rebord de la baignoire. Ce n'était pas un de mes produits, un flacon de shampoing, une marque que je ne connaissais pas. Bois de santal et rose sauvage. Elle s'était douchée ici, j'ai reculé, comme si j'avais été brûlée. J'ai quitté la salle de bain, je suis allée dans la chambre, notre chambre. Le lit était défait. Ce n'était pas le désordre habituel du matin, c'était différent. J'ai senti l'odeur, ce n'était pas notre odeur, c'était son parfum. Le bois de santal et la rose, il avait couché avec elle, dans notre lit. Pendant que j'étais à Lyon, en train de m'effondrer. Le sol s'est dérobé. Je me suis assise sur le bord du lit, la tête entre les mains. Ce n'était pas de la tristesse. C'était au-delà de la tristesse. C'était une profanation. Il n'avait pas seulement brisé ma confiance. Il avait souillé mon espace, mon sanctuaire, l'endroit où je dormais, l'endroit où je l'aimais. J'ai regardé autour de moi, les photos de nous sur la table de nuit. Nous, souriants, à Colmar. Nous, à la plage en Bretagne. Des mensonges, tous. J'ai attrapé le premier cadre. Je l'ai regardé, mon propre visage souriant, naïf. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Mon tiroir, des livres, une crème pour les mains, et en dessous, un vieux carnet, un journal intime que je ne tenais plus. Je l'ai ouvert. L'écriture était celle d'une fille plus jeune, moi, à 20 ans. Je suis tombée sur une page. C'était après ma première rupture, mon premier vrai chagrin d'amour, un garçon nommé Thomas. J'avais écrit. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais il ne le pensait qu'à moitié. Je me sens stupide d'avoir cru que la moitié était suffisante. Je jure que je ne ferai plus jamais ça. Je ne m'excuserai plus jamais d'être trop. La prochaine fois, ce sera tout, ou rien. Je ne veux plus jamais d'un amour à moitié. Je ne veux plus jamais d'un amour à moitié. J'ai relu la phrase, et j'ai ri. J'ai ri, assise sur le lit profané, dans l'appartement souillé. Un rire amer qui m'écorchait la gorge. La fille de 20 ans était plus intelligente que la femme de 27. Thomas n'avait été qu'une moitié. Mais Antoine n'était même pas ça. Antoine, c'était rien. C'était un vide. Un acteur jouant un rôle. Il m'avait donné une performance d'amour et j'avais applaudi. J'avais demandé un rappel, j'ai regardé le lit,
l'odeur, les verres dans le salon. Mon rire s'est transformé en sanglots. Un seul, sec, douloureux, assez. C'en était assez. Je me suis levée, j'ai fermé le carnet, je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Je suis allée dans le dressing. J'ai pris le plus grand sac de voyage que j'ai pu trouver. Pas une valise. Un sac souple. Je n'ai pas pris mes tailleurs, je n'ai pas pris mes robes. J'ai pris des jeans, des pulls, mes baskets, mes livres. Les choses qui étaient moi, pas les choses qui étaient nous. J'ai laissé l'armure bleu marine. Je l'ai laissée pendue comme la peau d'un serpent. J'ai travaillé vite. Méthodiquement, je n'ai pas pris les cadeaux qu'il m'avait faits. J'ai laissé le bracelet en argent qu'il m'avait offert pour nos 2 ans. Le jour où il avait écrit « Demain est un jour difficile ». Je suis retournée dans la salle de bain. J'ai jeté ma brosse à dents, mon maquillage, dans une trousse de toilette. J'ai regardé le flacon de shampoing. Bois de santal et rose sauvage. J'ai eu une impulsion, je l'ai pris, je l'ai ouvert et je l'ai vidé dans les toilettes. J'ai tiré la chasse d'eau. Un petit acte de rébellion puéril, mais il m'a fait un bien fou. Je suis retournée dans l'entrée. Ma valise de Lyon était là. Le sac de voyage était plein. J'ai ouvert ma valise. J'ai pris mon ordinateur portable, mes dossiers de travail. Je n'allais rien lui laisser qui puisse me retenir. J'ai zippé le sac. Je me tenais dans l'entrée, prête à partir. Où? Je n'en avais aucune idée. Un hôtel, chez une amie. N'importe où, sauf ici. J'ai regardé la table de l'entrée. Il y avait un bloc-notes. Choses à faire. Sa liste. Acheter du vin. Passer au pressing. J'ai pris un stylo. J'ai été tentée d'écrire, de l'insulter, de lui dire ce que j'avais trouvé. J'espère que la fondue Excel était bonne. Amuse-toi bien avec l'une. Mais non. Les mots étaient pour lui. Les mots étaient son terrain de jeu. Il n'aurait que mon silence. J'ai sorti mes clés de ma poche. La clé de l'appartement. Je l'ai posée sur le bloc-notes, sur sa liste de choses à faire. C'était une chose de moins pour lui à gérer. J'ai ouvert la porte, j'ai pris mes sacs, je suis sortie dans le couloir, j'ai refermé la porte, je n'ai pas claqué, je l'ai fermée doucement. Le clic de la serrure était le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. J'ai appelé l'ascenseur, j'étais debout, avec mes 2 sacs, un reflet de la femme qui était arrivée il y a moins d'1 heure, mais tout avait changé. Je suis descendue. J'ai traversé le hall, je suis sortie dans la rue. L'air de Paris m'a frappée. Il ne savait pas que j'étais venue, il ne savait pas que j'étais partie. J'avais disparu de sa vie aussi silencieusement qu'une ombre. J'ai marché jusqu'au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai rallumé. Il était temps de trouver un endroit où dormir, un endroit où commencer le reste de ma vie. J'ai rallumé le téléphone. L'écran s'est illuminé, agressif dans la lumière déclinante de Paris. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. J'allais chercher un hôtel, un de ces endroits impersonnels, stériles, où je pourrais être anonyme, où personne ne me connaîtrait. Mais la solitude de cette idée m'a terrifiée. Une nuit de plus, seule, après la nuit d'effondrement à Lyon, après la nuit de rage silencieuse. Je ne le supporterais pas. J'avais besoin d'un témoin, j'avais besoin de quelqu'un pour me confirmer que je n'étais pas folle, que tout cela était bien réel. Mon pouce a ouvert le répertoire. J'ai fait défiler. Pas ma mère. Non, pas encore. Je ne pouvais pas affronter sa tristesse, ses questions. Léa. Ma meilleure amie depuis l'université. La personne qui avait toujours détesté Antoine. Il est trop lisse, Clara, m'avait-elle dit, il y a 3 ans. Les gens trop lisses sont glissants. Je n'avais pas écouté, j'ai appuyé sur son nom. La sonnerie a retenti. 1, 2, j'ai failli raccrocher. C'était trop lourd à expliquer. Et puis, sa voix, enjouée, rapide. Clara, ça alors. Tu n'es pas censée être à Lyon, en train de conquérir le monde? Sa joie m'a frappée en plein cœur. Léa, ma voix, elle était méconnaissable, un son étranglé. Le ton de Léa a changé instantanément. Fini la plaisanterie. Clara, qu'est-ce qu'il y a? Tu es où? Je suis à Paris. Paris? Mais, Léa,
J'ai fermé les yeux. Mes 2 sacs étaient déposés sur le trottoir, comme les bagages d'une réfugiée. J'ai besoin d'aide. Où es-tu? Au coin de notre rue. Un silence lourd. Elle a compris. Reste là, ne bouge pas, je prends un taxi, j'arrive. Non, ai-je dit, trop vite. Je ne voulais pas qu'elle voie cet endroit, je ne voulais pas qu'elle s'approche de cet immeuble. Non, Est-ce que je peux venir chez toi, maintenant? Bien sûr, évidemment, prends un taxi, tout de suite, je t'attends. J'ai raccroché, j'ai hélé un autre taxi, j'ai donné l'adresse de Léa, dans le 20e arrondissement. Un petit appartement au dernier étage, lumineux et chaotique. L'opposé de ma vie d'avant. Le trajet a duré une éternité. Paris défilait sous mes yeux, mais c'était un film muet. Je me concentrais sur une seule chose. Respirer, inspirer, expirer. Je ne suis pas folle. Inspirer, expirer. Il m'a trahi. Le taxi s'est arrêté. J'ai payé, mécaniquement. J'ai attrapé mes sacs. Il semblait fait peser une tonne. Le poids de ma vie réduite à 2 bagages, j'ai sonné. Le bip de l'interphone m'a fait sursauter. J'ai poussé la porte lourde. J'ai monté les 6 étages. Pas d'ascenseur. À chaque marche, mes jambes étaient plus lourdes. J'étais au dernier palier, à bout de souffle. Sa porte était ouverte. Léa était là, dans l'encadrement. En jean, un vieux t-shirt de groupe de rock. Elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit ça va. Elle a regardé mon visage, elle a regardé mes 2 sacs. Puis, elle a levé les yeux vers les miens, et j'ai vu toute la colère du monde dans son regard. Une colère pour moi. Il est mort? A-t-elle demandé d'une voix blanche. Non, ai-je murmuré. Dommage. Elle a attrapé mon sac de voyage. Elle a pris ma valise. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré à l'intérieur. Elle a claqué la porte derrière moi. J'étais dans son salon. Il y avait des livres partout. Une tasse de thé à moitié bue. Son chat, un gros matourou, m'a regardé avec indifférence avant de se rendormir. C'était la vie. La vraie vie. Assieds-toi, a-t-elle ordonné. Je me suis assise sur son canapé en velours usé. Elle a disparu dans la cuisine. J'ai entendu le bruit d'une bouilloire. Elle est revenue avec 2 tasses. Elle m'a tendu un thé brûlant. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le renverser. Elle s'est assise en face de moi, sur un pouf. Elle m'a fixé. Non. Raconte. Et j'ai parlé. Les mots sont sortis, dans le désordre. J'ai parlé de Lyon, du dîner, de Jean vise la lune. J'ai parlé de la fondue, salée et brûlante. J'ai parlé de l'appel à 3 heures du matin, du TGV, de son silence. Léa n'a pas bougé. Son visage s'est durci à chaque mot. J'ai parlé d'Instagram, de la photo d'Amélie, et j'ai parlé du bracelet. Quand j'ai dit le bracelet, Léa a fermé les yeux et a murmuré une insulte si violente que j'ai presque sursauté. Puis, je suis arrivée à aujourd'hui, le retour à Paris. Je suis rentrée à l'appartement, Léa. Non. Clara, non. Pourquoi tu n'es pas venue directement? Je devais voir. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai regardé ma tasse de thé. Le liquide ambré tremblait. 2 verres à vin sur la table basse, ai-je dit, d'une voix monotone. Léa n'a rien dit. Et, dans la salle de bain, j'ai senti les larmes monter. Les larmes que je n'avais pas versées dans l'appartement. Il y avait son shampoing, à elle. Ce fut le mot de trop. Ce détail, si trivial, si intime. Ce n'était pas le lit, ce n'était pas le mensonge, c'était le shampoing. Le bois de santal et rose sauvage, l'odeur de la profanation. Je me suis brisée. Le barrage que j'avais construit à Lyon, cette armure de colère froide, tout a cédé. J'ai posé la tasse. J'ai caché mon visage dans mes mains. Et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas les sanglots violents de l'hôtel. C'était un chagrin silencieux, mais plus profond. Le chagrin de la faim, le chagrin de la stupidité. 3 ans, Léa. Ai-je suffoqué? 3 ans. Comment j'ai pu être si aveugle? J'ai senti le canapé s'affaisser. Léa s'était assise à côté de moi.
Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle n'est pas comme ça. Elle a juste posé sa main sur mon dos. Une pression ferme, une ancre. Tu n'étais pas aveugle, a-t-elle dit, sa voix dure. Tu étais amoureuse. Ce n'est pas un crime. C'est lui, le criminel. Elle était restée silencieuse un moment, me laissant pleurer. Puis, elle a demandé. Il sait que tu étais là, dans l'appartement? J'ai secoué la tête. J'ai pris des affaires. J'ai laissé ma clé sur la table, c'est tout. Tu l'as bloqué? Partout. Bien. Elle m'a frotté le dos. C'est un enfoiré de première, un lâche narcissique. Il t'a utilisé comme façade pendant qu'il jouait à son petit drame romantique. Elle avait mis les mots exacts sur mes pensées. Il t'aimait sans celle, hein? A-t-elle dit avec un dégoût infini. Parce que tu étais la chose saine, la chose stable, et il avait besoin de son poison salé et brûlant à côté. J'ai relevé la tête, j'ai essuyé mes joues. Je me sens si stupide. Arrête ça. Son ton était sec. Tu n'es pas stupide, tu t'es réveillée. C'est douloureux, c'est moche, mais c'est fait. Tu t'es sauvée, Clara. Tu t'es sauvée. J'ai regardé mes sacs posés près de la porte. Peut-être qu'elle avait raison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma voix était celle d'une petite fille. Maintenant? Léa s'est levée. Elle a marché vers la salle de bain. J'ai entendu le cello couler. Elle est revenue. Maintenant, tu vas prendre la douche la plus longue et la plus chaude de ta vie. Tu vas utiliser mon shampoing. Il sent la menthe, pas la trahison. Elle a souri, un petit sourire féroce. Tu vas enlever ces vêtements. C'est l'uniforme de ton ancienne vie. Je vais te donner un t-shirt. Tu vas dormir. Et demain, elle a haussé les épaules. Demain, on commencera à chercher un avocat. Un avocat? Le mot m'a fait l'effet d'un électrochoc. On n'était pas mariés, ai-je murmuré. Je sais, mais pour le bail, pour les meubles, pour s'assurer que ce connard ne te doive pas un centime ou que tu ne lui en doives pas. On va faire ça proprement, froidement. Elle avait raison, la logistique, le réel. Va, a-t-elle dit, en me poussant doucement vers la salle de bain. Lave-toi de lui. Je suis entrée dans sa petite salle de bain. C'était en désordre, mais c'était propre. Il y avait des plantes. J'ai enlevé mon tailleur bleu marine. L'armure. Je l'ai laissé tomber sur le sol, un tas informe. Je suis entrée dans la douche. L'eau chaude a frappé ma peau. Et cette fois, ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une agression. C'était un nettoyage. J'ai pris le shampoing à la menthe. L'odeur était vive, fraîche, piquante. J'ai frotté jusqu'à ce que mon crâne me brûle. Je lavais Antoine, je lavais Amélie, je lavais le bois de santal et la rose sauvage, je lavais la fondue, je lavais le silence. Je lavais 3 ans de ma vie, je suis restée sous l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Quand je suis sortie, Léa m'avait laissé un grand t-shirt doux et un jogging trop grand sur la porte. Je les ai enfilés. C'était la première fois depuis 4 jours que je me sentais presque humaine. Je suis retournée dans le salon. Léa avait tiré les rideaux. Elle avait baissé la lumière. Elle avait fait un lit de camp dans le salon. Le canapé est horrible, a-t-elle dit. Dors là, le chat te tiendra chaud. Léa, ma voix s'est brisée. Merci. Ne me remercie pas. C'est ce que font les amis. Elles détestent les petits amis minables, et elles ont raison. Je me suis glissée sous la couette. C'était un cocon. Dors, Clara, a-t-elle dit, éteignant la dernière lampe. C'est fini. J'ai fermé les yeux. Mon téléphone était dans mon sac, de l'autre côté de la pièce. Éteint. Antoine était bloqué. J'étais en sécurité. Ce n'était pas fini. C'était le tout début. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur du silence. J'étais épuisée. Et j'ai sombré dans le premier vrai sommeil que j'avais eu depuis une éternité. Je me suis réveillée lentement. Ce ne fut pas le réveil en sursaut de la veille, ni le réveil lourd de l'aube à Lyon. Ce fut un réveil doux, presque cotonneux. La lumière était différente.
Ce n'était pas l'éclairage clinique de l'hôtel, ni la lumière grise de mon ancien appartement. C'était une lumière dorée, poussiéreuse, qui filtrait à travers les plantes sur le rebord de la fenêtre de Léa. J'ai senti un poids sur mes pieds. Le charroux de Léa s'y était blotti, un moteur ronronnant et chaud. J'ai bougé mes orteils. Il a grogné doucement en signe de protestation, mais n'a pas bougé. Une sensation de sécurité. Je n'ai pas pensé à Antoine. Je n'ai pas pensé à la fondue, ni au bracelet. Pendant 1 minute entière, je n'ai pensé à rien. C'était un vide, mais un vide propre. Un vide reposant. La fièvre était tombée. J'ai entendu du bruit dans la cuisine. L'odeur du café. Fort. Je me suis assise sur le lit de camp. Le jogging de Léa était trop grand, le t-shirt sentait sa lessive, pas la mienne. J'étais une étrangère dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'était la seule chose qui me sauvait. J'ai trouvé mon téléphone. Il était toujours dans mon sac. Éteint. Je l'ai laissé là. Je suis allée dans la cuisine. Léa était là, dos à moi, en train de faire griller du pain. Elle s'est retournée, une tasse à la main. Elle m'a regardée. Elle n'a pas demandé comment ça va. Elle a juste analysé mon visage. Tu as dormi 14 heures, a-t-elle constaté. Elle m'a tendu une tasse de café, noir. Merci. Ma voix était encore rauque à force d'avoir pleuré. Aujourd'hui, a-t-elle dit en beurrant sa tartine, c'est le premier jour? Le premier jour. Nous n'avons pas parlé de lui. Nous avons parlé de choses triviales, du film qu'elle avait vu, de son patron horrible, du chat qui avait besoin d'un régime. C'était normal, c'était ancré, c'était tout ce dont j'avais besoin. L'avocate, a-t-elle dit soudain, je lui ai envoyé un mail. Elle peut te voir demain, juste pour discuter. D'accord. Et l'appartement. Mon cœur s'est serré. Tu dois y retourner, pour le reste de tes affaires. Je n'ai besoin de rien d'autre, ai-je dit, trop vite. Si, a-t-elle insisté, doucement. Tes livres, les photos de ta grand-mère, tes papiers. Tu ne peux pas le laisser gagner en te faisant tout abandonner. Elle avait raison. Je ne peux pas y aller seule, Léa. Bien sûr que non, j'irai avec toi. On ira quand il sera au travail. On va piller l'endroit. Ce sera comme un film de braquage. Elle a essayé de me faire sourire. Ça n'a pas marché. Mais j'ai apprécié l'effort. 2 jours plus tard, nous y étions. Dehors, devant la porte. La même porte que j'avais fermée si doucement. Léa avait insisté pour crocheter la serrure, juste pour le drame. Mais je lui ai rappelé que le bail était aussi à mon nom et que j'avais un double de clé chez elle. Nous sommes entrés. L'appartement. Il était silencieux, mais il avait changé. L'odeur de bois de santal et rose sauvage était partout. Plus forte, comme si elle y avait vécu. Il avait dû essayer de me joindre, il avait dû paniquer. Et dans sa panique, il s'était réfugié en elle. J'ai vu que ma clé, celle que j'avais laissée, n'était plus sur le bloc-notes. Les 2 verres à vin avaient disparu. Mais sur la table de la cuisine, il y avait un mot, en lettres capitales, urgentes. Clara, s'il te plaît, parle-moi. C'est toi que j'aime, je te le jure, c'était une erreur. J'ai regardé le mot, je me suis souvenu de ce qu'il avait écrit sur X à propos d'elle. Certains feux ne s'éteignent jamais vraiment. J'ai regardé la note. C'était une erreur. Il ne pouvait même pas être honnête dans sa panique. J'ai pris le papier. Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai plié calmement et je l'ai mis dans ma poche, comme une preuve. T'es prête? A demandé Léa, qui faisait le guet dans l'entrée. Oui. Nous avons été rapides, j'ai pris des cartons, mes livres, mes papiers, les photos de famille, j'ai ouvert le dressing. Mes vêtements étaient là, et à côté, il y avait des vêtements qui n'étaient maintenant pas les miens. Une robe à fleurs, la robe à fleurs de la photo. Ce n'était pas un bout de tissu dans le coin, c'était elle. Il l'avait installée chez moi, chez nous. J'ai pris mon tailleur bleu marine, l'armure de lion. Je l'ai regardé. Tu prends ça? A demandé Léa. J'ai secoué la tête. J'ai laissé le cintre sur la barre. C'est un vêtement de fantôme. Je n'en ai plus besoin. J'ai pris tout ce qui avait de la valeur pour moi.
et rien de ce qui avait de la valeur pour lui. En partant, j'ai vu mon bracelet en argent, celui de nos 2 ans, celui du jour où il avait écrit « Demain est un jour difficile ». Je l'ai laissé sur sa table de nuit. Nous sommes sortis, chargés de cartons. En refermant la porte, j'ai su que c'était la dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière. Les mois qui ont suivi ont été un brouillard. J'ai emménagé dans un studio, minuscule, une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, à Montmartre. Mais il y avait une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Il n'y avait pas de fantômes, il n'y avait pas d'odeur de rose. J'ai peint les murs en blanc. J'ai acheté un matelas neuf. J'ai passé des semaines à ne faire que travailler, dormir et boire du thé avec Léa. L'avocate a été froide, efficace. Les baux ont été séparés. Les comptes ont été vidés. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je savais qu'il avait essayé de me contacter. J'avais des messages de numéros inconnus, des emails envoyés à mon adresse professionnelle que j'effaçais sans les lire. Son silence, qui avait été mon tourment, était devenu mon bouclier. Il n'avait plus de pouvoir sur moi, parce que je ne l'écoutais plus. Un soir d'hiver, 6 mois après Lyon, je rangeais le dernier carton. Le vieux carnet, celui que j'avais trouvé dans l'appartement, est tombé. Il s'est ouvert à la page que j'avais lue. Je ne veux plus jamais d'un amour à moitié. J'ai souri. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran blanc m'a regardé. J'ai pensé à Jean vise la lune, à sa poésie secrète, à ses mensonges. Moi aussi j'avais des choses à dire, mais je n'allais pas me cacher. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur la fondue, j'ai écrit sur le sel, j'ai écrit sur le silence d'un téléphone à 3 heures du matin, j'ai écrit sur la différence entre un amour à moitié et un amour entier. Je n'ai pas écrit avec colère, j'ai écrit avec clarté, j'ai écrit toute la nuit. Quand le soleil s'est levé sur les toits, j'ai regardé ce que j'avais écrit. C'était l'histoire d'une femme qui avait appris à se choisir. J'ai créé un blog. Je l'ai appelé Les restes du cœur. Pas les restes dans le sens de débris, mais les restes dans le sens de ce qui demeure. Ce qui reste de nous après que le feu a tout brûlé. Fondu au noir, fondu d'ouverture. 1 an plus tard, le même studio, mais il est transformé. Il y a des plantes partout, des livres, la lumière du soleil entre à flot. Je suis assise à mon bureau, j'ai l'air différente. Mes cheveux sont un peu plus courts, je porte un pull simple. Je ne porte pas de rouge à lèvres. Je souris, je regarde dans l'objectif d'une webcam. Je suis en direct. Le chat de l'interface de streaming est rempli de messages. Je prépare une tasse de thé, une cérémonie lente, délibérée, l'eau bouillante, les feuilles qui s'ouvrent. Je lève les yeux vers la caméra. Mon regard est calme. Bonjour à tous, dis-je, ma voix est chaude. Bienvenue sur les restes du cœur. Je prends de temps la tasse, la vapeur monte en volute. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, à la patience et à la douleur. Je regarde la vapeur, pensive. J'ai réalisé quelque chose. Je lève mon regard vers l'objectif, vers eux, vers moi. Le cœur, comme le thé, a besoin d'eau bouillante pour révéler sa vraie saveur. Un silence, je souris, d'un air de celle qui sait. Pendant longtemps, j'ai eu peur de la brûlure. J'ai bu un thé tiède, un amour fade, en pensant que c'était plus sûr. Je prends une gorgée. Mais j'ai appris. Parfois, on doit accepter de se brûler. Je pose la tasse. Pour enfin mériter une meilleure tasse. Une tasse pleine, une tasse qui a du goût. Je regarde la lumière qui entre par la fenêtre. Une tasse qui est entière. Je souris, pour moi, fondue au noir.